Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Manifestation contre le pillage des richesses minières à Bukavu. L'Est de la République démocratique du Congo, du haut de sa richesse, est souvent convoité par plusieurs personnes. Et cette semaine ou ces débuts d'année ont été marqués par des manifestations dans cette partie de la RDC. Manifestations contre l'exploitation illégale des minerais. À Bukavu, c'était contre cette exploitation des minerais par des Chinois, exploitation illégale. Selon les manifestants plutôt, on se rappelle cette arrestation de Chinois avec des lingots d'or et des sommes d'argent dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui a suscité ces manifestations des populations pour réclamer que leur minerai leur soit à eux et non aux étrangers. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Les Congolais de la région, du moins de l'Est, et plus précisément à Bukavu, ont manifesté à la suite d'autres également pour dire non à l'exploitation des ressources minières de leur pays par des étrangers. Exploitation illégale. Oui. Il faut dire que le Congo, c'est un pays très vaste qui regorge beaucoup de minerais. Et chacun, s'il trouve comme un moyen, il va pour couper sa part. Et c'est le cas des M23. Comme on appelle les rebelles M23 qui exploitent cette zone vraiment sans scrupules. Vous voyez des avions qui atterrissent et qui décollent dans cette zone sans contrôle. Donc qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils repartent avec quoi? Des zones qui sont contrôlées par des groupes armés pour des intérêts, soit des Chinois ou d'autres nationalités qui exploitent cette zone. Le cas qui fait déborder le vase actuellement, c'est le cas des Chinois qui ont été arrêtés tout récemment avec plusieurs des lingots d'or avec des sommes élevées de dollars américains. 10 lingots d'or et 400 000 dollars américains. Oui, pour le deuxième coup de filet. Sinon, le premier coup de filet qui avait arrêté 17 Chinois, c'était un montant plus élevé avec beaucoup d'argent plus élevé, où certains même se critiquent sur la valeur réelle de ces sommes. Donc ces Chinois ont trouvé des moyens illégaux de s'installer en combinaison ou bien en bonne intelligence avec certaines autorités de la localité ou parfois même du central, c'est-à-dire du pouvoir central, pour exploiter des minerais dans ces zones sans autorisation formelle. Et là, ces exploitations illégales ont des impacts beaucoup plus sur la population sur place, notamment des femmes qui deviennent parfois stériles à cause des consommations des produits qu'on utilise dans les eaux pour exploiter ces minerais. Parfois, des gens qui développent des maladies bizarres dans ces zones, l'environnement qui prend un coup énorme. Et le pire, c'est que ces personnes sont protégées par des groupes armés qui créent même des exactions sur la population. Et au-delà, les minerais qui sont extraits là-bas sont vendus, on ne maîtrise pas la quantité réelle et comme on appelle, les taxes ne sont pas payées, notamment pour ces provinces. Donc la population a trouvé cette année, comme on appelle, qu'il faut vraiment créer le ras-le-bol, dénoncer ces faits. Ils ont procédé par des manifestations. Moi je me dis une manifestation publique comme ça, c'est encore mieux que de s'organiser à coups de machette pour attaquer ces Chinois. Donc une manifestation public pour interpeller le pouvoir central et les pouvoirs de ces provinces d'agir pour que, comme on appelle, cette situation s'arrête. C'est déplorable ce qui se passe dans cette zone, surtout que l'impact environnemental a des effets vraiment négatifs sur la population, notamment les femmes et les jeunes filles qui sont beaucoup plus exposées. Et bon, les violences, les trafics de tout genre qui ont trouvé de place dans ces zones, puisque les zones sont vraiment gérées par des groupes armés d'autodéfense, surtout pour protéger ces Chinois. Et là, une telle manifestation, je pense que le pouvoir central sera
comme on appelle, dans les prochains jours, en tout cas, c'est ce que nous le souhaitons, pour trouver des solutions pour que ces situations ne se répètent plus dans cette zone, surtout pour arrêter la guerre qui se passe dans cette zone, notamment à l'est du Congo. Ashraf Sama, des manifestations pour dénoncer l'exploitation ou le pillage des ressources minières à Bukavu. On sait que cela fait suite à des arrestations, à plusieurs vagues d'arrestations, surtout des Chinois qui se retrouvent avec des lingots d'or et des liasses de billets, souvent en dollars. Les montants ne sont pas souvent les mêmes, les comptes ne sont pas souvent exacts selon qu'on soit du gouvernement ou des organisations de la société civile, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela a suscité des manifestations auprès des populations pour dénoncer ce pillage des ressources minières. Oui, effectivement. Mais docteur Guillaume, au-delà disons, des éléments factuels que vous venez d'exposer, je crois que le sujet évoque quand même une problématique quand même majeure, c'est-à-dire que l'hégémonie des multinationales sur le continent. Et l'hégémonie des multinationales sur le continent tourne toujours autour des ressources extractives. Qui parle des ressources extractives parle des mines généralement. Et donc quand vous voyez ces multinationales qui viennent sur le continent avec une puissance financière et quasi illimitée, et donc, il y a un certain, disons, rapport inégalitaire avec les communautés locales. Et donc, ils procèdent comment? Il y a la vague de corruption, c'est-à-dire on fait la promotion d'un certain nombre d'élites du milieu et qui, par un certain nombre par une posture laxiste, fait la promotion de l'exploitation illégale. Et donc, moi, je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que toutes ces multinationales qui viennent sur le continent, déjà, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Est-ce qu'ils ont déjà l'autorisation d'exploitation? Voilà. Si l'État décide et dans la plupart des cas, décide de signer des contrats miniers avec ces multinationales, quelle est la marge de manœuvre de l'État? Parce que je crois que la source du problème vient de là. Et quand vous avez également des politiques d'expropriation qui ont été élaborées pour donner des droits à ces multinationales-là d'exploiter, est-ce qu'il y a des mesures de compensation? On sait très bien que l'exploitation de ces mines-là est sans conséquence sur l'impact environnemental, vous l'avez dit ici. Est sans conséquence ou n'est pas est sans conséquence autant pour moi sur... N'est pas sans conséquence. N'est pas sans conséquence autant pour moi sur les... Donc vous avez l'impact environnemental et il y a des pathologies également que les communautés développent. Et en plus de ça, vous le savez très bien, le Congo, certes, c'est un pays émergent, mais qui présente encore les caractéristiques d'un pays. Un pays émergent, déjà? Oui, mais c'est un pays, pour ne pas dire un pays en voie de développement. De sous-développement. Un pays en voie de sous-développement. On va pas trop... On ne va pas polémiquer sur la... Un pays en voie de développement, en tant qu'économiste, je considère ça comme un affaire. On ne va pas polémiquer sur la sémantique. C'est très péjoratif de dire un pays sous-développement. En voie de sous-développement. Donc c'est un pays en voie de développement. Donc on sait très bien que le développement de ce pays-là piétine. Quand vous avez des communautés locales qui développent des pathologies, il faut se poser à même la question qui va prendre soin de ces gens-là. Donc, à un moment donné, il faut véritablement se poser la question. C'est-à-dire que l'hégémonie des multinationales sur le continent pose problème. Et juriste que je suis, en droit administratif, il y a ce qu'on appelle les clauses exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire que les clauses exorbitantes de droit commun permettent à l'État de résilier même unilatéralement sous réserve d'un certain nombre de conditions si l'exploitation des ressources minières a des impacts négatifs et n'avantage pas l'État, n'avantage pas la communauté locale ou l'État propriétaire des mines. Mais pourquoi les États africains n'exploitent pas tous ces failles-là pour remettre en cause un certain nombre de contrats? Donc je crois que c'est à cause souvent même de la corruption, parce que vous avez un certain nombre de... La classe politico-administrative qui a des intérêts énormes et qui a des enjeux financiers également extrêmement importants. Et donc, quand il y a des enjeux financiers, vous avez des gens qui n'ont pas le sens aigu de l'intérêt général, qui laissent faire au détriment des populations locales. Ce qui a suscité l'indignation de ces populations locales, à un moment donné, ils doivent revendiquer. Parce que pour propulser le développement de toutes ces communautés concernées, à un moment donné, il faut fixer un quota, par exemple. On sait très bien que les ressources minières appartiennent à l'État congolais, mais lorsqu'on exploite ces minerais-là,
un pourcentage doit revenir à la population locale, ce qui va permettre à cette population d'avoir un certain nombre de conditions de vie beaucoup plus enviables. Mais dans le schéma actuel, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je crois que l'État congolais doit prendre ses responsabilités, parce que c'est quand même honteux. C'est quand même honteux que les États postcoloniaux et africains se comportent de cette manière depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'arrivons toujours pas à exploiter nos ressources minières. Et docteur Guillaume, il suffit tout simplement de regarder la part de la contribution, disons, de l'industrie dans le PIB des pays africains. C'est quasi inexistant. C'est quasi inexistant. Et je crois que c'est honteux. Et je crois que le développement de l'Afrique passe inéluctablement par l'industrialisation. Nous devons véritablement passer par l'industrialisation. Quand vous avez un pays qui a des ressources minières de cette nature-là, nous devons faire un effort pour avoir l'expertise, pour avoir le génie, pour avoir la ressource humaine, pour exploiter nos propres ressources. Nous ne devons pas être dépendants des puissances occidentales et orientales éternellement. Je trouve ça dommageable. Eric Johnson, manifestation pour dénoncer le pillage des ressources minières, c'est à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour quel résultat? Ce n'est pas la première fois que ces populations manifestent contre les multinationales qui se sont installées dans leur zone, dans leur région, pour piller. J'insiste sur le pillage des ressources naturelles, des ressources minières de cette région de Bukavu en RDC. Le péché mignon de ce pays-là, qui est la RDC, c'est son sous-sol. Un pays aussi vaste, un pays aussi riche naturellement, qui n'arrive jamais à décoller économiquement. Ashraf a dit un pays émergent. Tout de suite, on a réagi parce que on connaît la situation de ce pays-là. Mais les Chinois, ils se sont pas levés de chez eux pour débarquer en RDC sans l'aval de certaines personnes, de certaines autorités. Mais ça se fait toujours avec l'appui des autorités de ce pays. Et du coup, je dis, Ashraf parlait de corruption. Mais là, est-ce qu'on peut parler encore de corruption? Parce que ça dépasse aujourd'hui la corruption. C'est quoi, imaginez-vous, des gens qui arrivent chez vous, dans votre pays, pour décoller, pour prendre un avion d'un pays à un autre, il faut avoir un plan de vol. Mais là, on dit que les gens atterrissent, ils viennent prendre des choses, ils repartent, sans que le pouvoir central ne connaisse à le contrôler. Ce qu'ils sont. Mais là, on dirait un pays de gangsters. Mais ce qui se passe en RDC doit interpeller l'Union africaine. Je pense que rester dans le concert de ce pays-là pour chercher à résoudre ce problème, les populations vont manifester chaque jour du 1er janvier au 31 décembre, mais la situation restera toujours comme telle. Tout simplement parce que elles n'auront pas de répondants, elles n'auront pas d'autorité capable de résoudre ce problème-là, puisque les autorités même sont impliquées dans cette histoire. Malheureusement, pour vous, on ne pourra pas trouver une solution malgré les manifestations. Je dis, les populations vont manifester tous les jours. Mais il n'y aura pas de résultat. Ashraf. Et c'est pour cette raison même que la guerre se développe dans cette zone-là. Ashraf. Non, je crois que monsieur Eric, j'admire,
j'ai de l'admiration pour votre argumentaire tout à l'heure, mais il faut vraiment abandonner cette posture fataliste qui consisterait à dire qu'il n'y a pas d'approche de solution. On peut trouver toujours une solution. Moi, je dis... Manifestation, à travers la manifestation. Est-ce que la manifestation va susciter des réactions? Oui, effectivement, les manifestations peuvent susciter, peuvent conduire. C'est une pression. C'est une pression. Sur qui? Sur la classe politique dirigeante. La classe politique qui est impliquée sur la dans classe cela. politique dirigeante. Et qui parle de la classe politique dirigeante parle du pouvoir législatif. Ce qui veut dire qu'on peut légiférer encore. Certes, on a laissez-moi aller au bout de mes idées. Soit on a monsieur Docteur Guillaume, soit on a un vide juridique, soit on a des règles. On a un arsenal juridique qui n'est pas appliqué. À partir du moment où les populations manifestent, l'Assemblée nationale peut à un moment donné se poser la question. S'il y a un vide juridique, on légifère en toute urgence. Pour combler le vide. Voilà. Mais s'il n'y avait pas de vide et que c'est l'application qui fait problème, non. Il dit, laissez-le répondre à la question. L'Assemblée nationale peut. Mais dans un état de droit, l'Assemblée nationale doit. Oui. C'est un devoir. Supposons qu'il n'y a pas de vide juridique. On fait comment? S'il n'y a pas de vide juridique, il y a un arsenal juridique existant, mais qui n'est pas appliqué. Qui n'est pas appliqué. Non, mais c'est une pression sur la classe politique dirigeante pour qu'ils s'appliquent ces règles-là. Eric pense que cette classe politique est complice de la situation. Comment pourra-t-elle agir? Oui, non, mais dans des circonstances de cette nature, on verra quand même des gens qui feront preuve de hauteur pour appliquer ces règles. Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Parce qu'il y a des gens qui ont le sens aigu quand même de l'intérêt général. Le système n'est pas pourri comme on veut nous faire croire. Merci beaucoup. C'est ce que je veux dire. À vous, Ashraf. Oui, j'aimerais rappeler à M. Ashraf qu'au niveau du Congo, il y a eu des milliers et des millions de manifestations contre ces exactions, surtout par rapport au terrorisme et aux actes de rébellion. Le pouvoir central n'a pas trouvé de solution jusqu'alors. Les Chinois qui ont été arrêtés la fois passée, il y a eu des pressions. Ceux qui ont arrêté les Chinois avaient déclaré qu'ils avaient eu des pressions pour libérer ces Chinois. Des pressions des gens de pouvoir, comment on appelle, de la province, central. Mais aussi du pouvoir central. Et au finish, certains Chinois ont été libérés sans être jugés. Bon, ce sont des gens, ces Chinois... Les chiffres aussi ont varié finalement. Les chiffres aussi ont varié. Les chiffres aussi ont varié. Le nombre de milliards, ça a diminué. Le nombre de dollars, ça a diminué à un moment donné. Mais il faut dire quand même qu'au niveau du Congo, ce qui se passe, comme M. Eric l'a dit, c'est une question vraiment très cruciale que l'Union africaine doit s'interpeller. La situation actuellement au niveau du Congo, dans certaines zones, les Chinois ont fait du blackout sur ces zones et ils sont en train d'exploiter des minerais sans que la population, même le pouvoir central, même l'armée du Congo ne peut avoir accès. Et pour mieux se protéger, ils ont armé des jeunes qui protègent ces zones pour eux. Des gens qui sont devenus des rebelles, qui commettent des exactions. Donc ces personnes travaillent vraiment à ciel ouvert et le pouvoir central est au courant, mais aucune solution jusqu'à là. Merci beaucoup. À vous. Mais vous restez optimiste qu'on pourra quand même arriver à une solution. Je crois profondément à la solution nationale. Je crois que le système n'est pas aussi pour Inch'Allah. Il y a des gens qui peuvent quand même merci beaucoup. Mais il ne faut pas perdre de vue ceci. Les populations qui manifestent, elles s'organisent comment? Parce que là, c'est ce qu'il faut lorsque vous voulez manifester, c'est que vous voulez avoir un résultat. Et si le résultat ne vient pas du pouvoir central, comment les populations peuvent s'arranger? Je pense qu'on risque de ne pas. Docteur Guillaume, je termine par là. Excusez-moi. Des réflexions. Excusez-moi. Moi, je crois aux vertus de l'action collective. Merci beaucoup. Les populations sont en train de faire sur le terrain. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.